Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Jean-Pierre Gouvernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président départemental et président du comité du Grand Montpellier de la FNACA, c'est-à-dire la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Au sein de cette association, vous avez notamment milité en faveur de la reconnaissance du statut d'ancien combattant pour ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie. Vous-même, vous avez été appelé du contingent et vous avez servi dans la DBFM, d'abord sur la frontière marocaine, puis sur la base de Mers-el-Kébir, 61 et 62. Monsieur Gouvernet, que ressent-on à 20 ans quand on reçoit une lettre de mobilisation qui vous envoie faire la guerre en Algérie? Eh bien, la réponse est simple. En son temps, la conscription étant de mise, après le passage au Conseil l'année précédente, la lettre de mobilisation était attendue et c'est la réception du courrier que nous apprenions dans quelle arme nous étions mobilisés, mais on ne connaissait pas la destination. Parce qu'à l'époque, les troupes, le contingent était à la fois envoyé en Allemagne, en France ou en Algérie. Et justement, que connaissiez-vous de l'Algérie à ce moment-là? Pas grand-chose. Si ce n'est que l'information scolaire reçue. Toutefois, les événements débutés en 1954 et la mobilisation qui s'en est suivie, la mort permanente de troupes était une preuve que ce conflit était tendu et difficile, où de meurtriers combats ne ressemblaient en rien à de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. De plus, les informations qui nous arrivaient par les journaux ou la télé mettaient en évidence des situations dramatiques. Comment se passent les classes, si j'ose dire? Comment on vous prépare à aller combattre? Et ensuite, comment se passe le voyage vers l'Algérie? En ce qui me concerne, j'ai été incorporé à Ortain, en Gironde, centre de sélection marine, où je reçois mon pactage marine, mes contrôles médicaux et vaccins. Je passe un permis VL militaire et je suis affecté dans les fusils marins. Fin août 61, nous embarquons à Marseille via l'Algérie. En bateau alors, voyage en bateau. Voyage en bateau. Et quand vous arrivez à Alger? Alors, nous débarquons sur le port d'Alger au matin, où des camions nous attendaient sous la protection d'une section en armes. Après chargement, le convoi, escorté d'une Jeep et d'un Scout était une automitrailleuse, à l'avant et à l'arrière, prit la direction du centre de formation marine Sirocco, Cap Matifou, Fort de l'Eau, environ à 15 km d'Alger. Certains véhicules que nous croisions nous saluaient en klaxonnant Algérie française, et certains signes significatifs de sympathie. Arrivé à Sirocco, sélection, répartition, affectation, équipement, terminé en ma première journée en Algérie. J'ai pas eu le temps de réfléchir ou de... Ça a été assez continu et permanent. L'ambiance a été toute la journée. Parfait. Et ensuite, donc, vous êtes affecté sur la frontière marocaine. Quelles étaient vos missions sur la frontière marocaine? Alors, après 2 mois de formation, je suis breveté fusilier marin et détenteur de permis VL, PL et semi-chinier. Alors VL, voiture légère, PL, poids lourd et semi-chinier. Je suis affecté au 3 DBFM sur la frontière algéro-marocaine à Bab el Assa, PC du bataillon en tant que chauffeur d'Aftrac. Frontière électrifiée, doublée de trapézos, minée, face à une zone interdite. Notre rôle consistait à éviter tout passage d'éléments du FLN venant du Maroc.
patrouilles de jour et de nuit, à pied ou en véhicule blindé, des interventions en zone interdite, des embuscades et protections de nos différentes postes échelonnés sur la frontière. À partir d'avril 62, après le cessez-le-feu du 19 mars, le bataillon est transféré à Mers-el-Kébir, base de marine à côté d'Oran, qui, dans les accords d'Évian, devait rester français pendant 20 ans. Nous en assumons la garde et la protection, et c'est là que j'ai vécu le 5 juillet 62, l'entrée de l'ALN à Oran. Mais ça, c'est un autre chapitre. Nous y reviendrons. Quel était l'état d'esprit du contingent en 61-62 ? Je pense que l'état d'esprit de chacun était en fonction de son vécu sur le terrain et des moments douloureux ou critiques qu'il avait traversés. Toutefois, une solidarité et un esprit de corps émanés de ces garçons prêts à intervenir et apporter assistance à leurs codisciples dans des situations critiques. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type, entre guillemets, du soldat français en Algérie ? Alors, personnellement, ma mission était d'avoir en priorité un véhicule en état d'intervention permanent. À savoir, il fallait lui faire l'entretien mécanique, électrique, l'éclairage, les carburants, les contrôles des niveaux, l'armement, les munitions, la radio, la boîte de première urgence. Lever 6 heures du matin, toilette, lit, déjeuner, couleurs, puisque là nous alluons tous les matins aux couleurs, affectation de mission et départ éventuel suite à l'affectation de la mission. Éventuellement une patrouille. Ou autre chose, une intervention sur zone interdite ou quelque chose avait été signalé au préalable par les éco-radars que nous recevions et nous allions voir ce qu'il en était. Oui, puisque la frontière était électrifiée. Électrifiée. Et on avait des entrées, c'est-à-dire on avait des passages, à savoir nous avions des endroits où l'électricité était coupée, et là nous avions des portails qui nous permettaient d'accéder à la zone interdite. Qu'avez-vous ressenti lors de votre baptême du feu ? Une question. De l'émoi, de l'excitation, la réactivité et du sang-froid. Oui, vous m'aviez raconté qu'une fois, votre véhicule a été pris pour cible par un bazooka. Absolument. J'ai été bazooké et heureusement pour nous, le coup n'a pas porté. Mais bon, entre le départ de coup et c'est toujours un petit peu préoccupant le laps de temps dans lequel on se dit on y a droit ou on n'y a pas droit. Et en même temps, ça va très vite aussi. Ça va très vite aussi. Ensuite, il faut voir la réaction du mitrailleur qui était à poste, qui lui a de suite commencé à tirer sur le départ de coup. Donc là aussi, on a le tagada de la mitrailleuse avec les cartouches qui vides, qui tombent. Voilà, c'est encore une expérience à vivre. Ou pas. À ne pas vivre en réalité pour les jeunes. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis, il n'y en a plus eu beaucoup. Quel sentiment aviez-vous envers l'ennemi ? Au début, aucun. C'est après les situations vécues que l'inimitié et l'aversion se fait connaître. Je ne peux pas dire que je suis arrivé là-bas en disant tu vas tuer du fel. Non, je n'étais pas du tout. Mais après, quand on est confronté et qu'on accuse on va au résultat de ce qui a été fait au préalable par eux, il est certain que les sentiments évoluent et changent. Vous me disiez également que... Comment dire cela ? Finalement, votre situation était très difficile et que
c'était un peu toujours gérer de l'urgence, gérer un peu la peur, et puis surtout la camaraderie. Vous voyez, beaucoup parler de la camaraderie entre soldats. Voilà, c'est surtout le rapprochement de... Quand ces garçons se retrouvent, au départ, on ne se connaît pas, ni les uns ni les autres. Et à force de vivre avec, et à force de partager avec des situations, des liens se créent et se... Donc il est vrai qu'après, on intervenait sur des situations parce qu'on savait qu'un tel était en difficulté et qu'il fallait le chercher, sinon il risquait de ne pas revenir, quoi. Donc c'est un petit peu la réponse à la question précédente où je vous disais que tous ces garçons qui étaient là-bas avaient dans leur fort intérieur un esprit d'équipe, de collaboration, même chez des gens qu'on ne connaissait peut-être pas aussi intimement que d'autres, mais il fallait aller les chercher, quoi. C'était comme ça. Tout ça se faisait au détriment de certaines vies des autres, quoi. Je vais me permettre de vous poser une question un petit peu plus difficile. Est-ce que vous avez été confronté à la torture? Ce qui nous concerne, non. Nous étions des gens... nous étions sur le terrain, autrement dit, nous n'avions pas de ville, nous n'avions pas de... On avait quelques petits villages, quelques douars dans la périphérie, mais je veux dire, c'était pas des éléments ni perturbateurs, ni où nous allions contrôler quoi que ce soit, quoi, puisque bon, c'était des gens pêcheurs, la vie était assez chiche et pauvre pour eux, sans que nous intervenions derrière pour venir les voir ce qui se faisait, quoi. Non, ça fait que non. Dans certains récits de soldats que j'ai pu lire, les deux sentiments les plus cités, c'était l'ennui et la peur. Comment vous avez géré ces deux choses-là? Alors bon, en ce qui me concerne, l'ennui, ça n'a pas été ma préoccupation, parce que bon, nous avions diverses activités, nous étions... Quand nous n'étions pas sur le terrain, ben, je m'occupais de mon bahut, je démontais, il fallait démonter les armes, il fallait les graisser, il fallait les remettre en état, les remonter, fabriquer les bandes de mitrailleuses, c'est nous qui les créions. Autrement dit, on allait à l'armurerie, on prenait des cartouches une après l'autre, on les mettait dans... Voilà. Et on créait des bandes de... Donc il y avait une activité constante, quoi. Bon... on avait aussi, on avait des moments où on levait un peu la pédale parce que on prenait un quart d'heure ou 20 minutes de farniente ou demi-heure. Mais bon, après, il y avait toujours une activité, ne serait-ce que morale. Hein. S'il n'était pas toujours physique, il était toujours moral. Il était, ah ben, tu vas faire ça, il faut faire ça. Et donc là, bon. Donc, ça, c'était l'ennui en ce qui nous concerne. Quant à la peur, alors la peur vient après la prise de conscience du danger. Mais ce sentiment a l'avantage de nous maintenir en éveil, attentifs et sur nos gardes. Mais ce sentiment existe. Mais bon, là, ça nous permet d'être plus attentifs, plus vigilants, plus réactifs, plus... Mais bon, après, quand l'action arrive, la peur, c'est avant l'action. Dès que les premiers coups de feu sont tirés ou qu'on a vu... hop, après ça. Il faut s'abriter, il faut répondre, il faut voir d'où ça vient, il faut en faire... Il y a toute une... On fonctionne par réflexe. Voilà, après, on fonctionne par réflexe, quoi. On nous a appris à faire ça, on le met en application et Vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez vécu l'indépendance, puisque vous étiez encore en Algérie, à Mers El Kébir, à ce moment-là. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet épisode? Ce sont des journées que
on parle peu, mais qui pourtant, enfin, du moins ce qui me concerne, et ce jour-là, oui, j'ai été confronté. Alors, à savoir, à l'époque, il y avait Herzl Kébir avec tout son arsenal, avec bon. Les femmes d'officiers, sous-officiers permanents de la marine avaient une cité marine à côté d'Oran, un petit peu en dehors de Santa Cruz, qu'on appelle. Voilà. Et le jour du 5 juillet, on nous a demandé, évidemment, compte tenu des événements, il faut savoir que la marine, ce jour-là, est quand même restée autonome face à l'armée de terre. Une fois encore, c'est l'amiral qui commandait la base qui avait priorité sur les interventions, dont en l'occurrence, sur nos interventions, nous. Et j'ai été nommé. Alors, je suis parti avec un commandant de compagnie pour aller voir son épouse qui habitait la fameuse cité en question. Donc, on est arrivé là-bas. Alors, cette cité, nous l'avions mise en état de défense, à savoir qu'on y avait déjà mis une compagnie en armes, on y avait mis des blindés. Donc, approcher vers la cité, c'était prendre certains risques, quoi. Puis, ils n'étaient pas fous, quoi. Ils criaient beaucoup quand ils étaient là, mais à partir du moment où on était en face d'eux et qu'on avait de quoi leur rappeler que nous aussi on pouvait faire, la première était différente. Alors bon, en attente, j'étais garé le long du trottoir où j'attendais mon officier qui était descendu pour aller voir quelqu'un ou faire quelque chose. Je ne me rappelle plus la mission exacte. Et à ce moment-là est arrivée une petite qui, à l'époque, devait avoir une vingtaine d'années, 18 et 20 ans, un truc comme ça. En pleurs. Alors, c'est approché de... J'étais resté avec le radio, l'escorteur et moi, dans la Jeep qu'on était. Le petit est venu et nous a fait part d'une situation qui nous a un peu... Ils sont en train de tuer ma mère, ils sont en train de... J'ai écouté, restez là. Ici, personne ne viendra vous chercher. Parce que s'ils viennent, ben, ils ont de quoi parler, quoi. Et quand l'officier est de retour, a fini j'en ai fait part à l'officier et je lui ai dit, alors ce dernier de suite a réagi, il m'a dit, bon, on va la raccompagner. Donc on est partis tous les quatre. Et on a fait, je sais pas, 200 ou 300 mètres dans les rues pour arriver à un immeuble. Et là, nous sommes montés dans l'immeuble. Et elle pensait retrouver sa maman, son papa, lui, avait disparu. Mais sa maman, quand elle était partie, ils étaient en train de... Alors on est rentré dans un appartement et là j'ai vu, tout était renversé, tout était... Et elle était vivante, elle était assise sur une chaise, évidemment. Elle pleurait toutes les larmes de son corps et quand elle a vu sa fille, elle pensait même que sa fille avait paru, un truc comme ça. Bon. Donc ça m'a donné un aperçu de ce qui a été fait ce jour-là par ailleurs, quoi. Cette libération d'Oran le 5 juillet 62 a été, je pense qu'elle a été très douloureuse pour beaucoup de gens. Oui, puisqu'il y a eu des massacres et des enlèvements d'Européens. Absolument, absolument. Donc bon, ce sont des situations que on oublie difficilement, quoi. On a encore des flashs qui par moments, nous permettent de dire c'est ça la guerre, hein. Les guerres propres, ça n'existe pas. Vous n'avez pas eu d'autres missions dans Oran ce jour-là à accomplir? Non, après nous sommes rentrés. Si, j'ai eu d'autres missions parce que il s'avérait qu'après, donc après l'indépendance, nous allions nous approvisionner à Oran, pas en légumes, en viande, enfin tout ce qui était. Et un jour, j'ai été nommé donc pour aller dans Oran avec un camion, un SF à l'époque. Donc je suis parti avec 6 garçons et un fourrier.
Le fourrier, c'est celui qui s'occupait de l'approvisionnement. Voilà. Et nous sommes allés dans Rouen faire le plein. Et alors, il y avait des patrouilles de l'ALN, mais elles étaient doublées par soit des gardes mobiles, soit des CRS. Les 2 gardes mobiles ou 2 CRS qui accompagnaient la patrouille de l'ALN. Et je n'ai pas trop compris pourquoi. J'arrivais donc sur un boulevard, eux, ils étaient sur un trottoir. Pourquoi le gars de l'ALN? Oui, il avait un camion militaire français. Déjà, le fait d'avoir un camion militaire français qui roulait sur le boulevard, ça lui a donné une... Alors, il est descendu, il s'est mis au milieu de la route, il m'a levé la main, et il m'a dit, arrêtez. Enfin, il m'a fait signe de m'arrêter. Donc, j'ai arrêté le véhicule. Le problème, c'est que nous, la DBFM et la marine, nous étions la seule unité équipée, armée. Après le 5 juillet. Nous étions donc les seuls militaires qui naviguaient dans Rouen armés. Et ce garçon, enfin, alors je ne sais pas s'il était sergent, je ne sais pas. Il est arrivé, il s'est mis à côté du camion, il est monté sur le marchepied et arrivé à la hauteur. Alors, comme j'étais à bord d'un SF, le SF c'était le Simca Ford, et on avait des demi-portières, c'est-à-dire on n'avait pas de vitre, et juste un bout de tôle, quoi, la portière. Il s'est mis sur ma portière, son visage est arrivé à la en me disant, donne-moi les papiers, d'où tu viens, où tu vas. Le problème, c'est que j'avais mon PM à côté de moi, j'ai pris le PM, mis sur la portière, et je lui dis, Vincent, où tu gicles, ou moi je vais te faire voler. Alors évidemment, quand il s'est trouvé avec le canon en face de lui, alors il est parti en arrière, il a sauté, il a gueulé en arabe, évidemment. Tout le monde, toute sa patrouille, hop, a sorti le fusil, ça a commencé à nous mettre en joue. Les garçons que j'avais derrière, ils ont sorti du camion, ils se sont mis par terre. Et alors c'était des gardes mobiles, je crois. 2 gardes mobiles qui sont arrivés à nous. Arrêtez. Bon, anecdote. Bon, mais ça vous donnait une idée de ce qu'étaient les relations qu'il y avait, enfin, il pouvait y avoir. D'ailleurs, après, on nous a enlevés de là, puisqu'on nous a remplacés pour faire. Ils ont bien compris qu'il ne fallait pas laisser des garçons comme nous qui avions ferraillé avec eux et faire cette mission, quoi. Voilà. Une autre spécificité de la marine dont vous m'avez parlé, c'est que la marine a rembarqué tous ses harkis. Ah oui, nous avions une Arca et elle a été rembarquée, je crois qu'elle a été rembarquée sur le Lafayette, un porte-avions à l'époque. Il faisait des navettes et enfin, aujourd'hui, je suis quand même bien content de la réaction du pacha du bateau de pouvoir embarquer ces garçons, puisqu'il y en a tellement qui, peu cher, sont jamais revenus. Quant à vous, quand vous rentrez en France, après cette, on va dire, ce service militaire de plus de 2 ans 24 mois. Comment se passe le retour dans la famille ou au travail? Alors, le retour, c'est... J'ai fait j'ai eu droit à 1 mois de permission. Alors évidemment, quand tu arrives, tu retrouves les parents, la petite amie, les copains, la vie civile. Mais pendant ce mois de permission, il y a quand même une remise en situation assez mitigée, car cette réinsertion reste très marquée par notre retour morose et triste, et surtout avec l'impression d'être encore là-bas, quoi. Pendant quelque temps, on est entre 2 eaux, quoi. On est à la fois à la maison, on est heureux, on retrouve des tas de choses, mais ça s'évacue pas comme ça en réalité. C'est pas parce que
tu sors, tu fermes la porte, demain, tu as tiré un trait sur la chose. Vous me disiez que avoir repris le travail rapidement, ça vous avait fait du bien. Ben oui, dès que j'ai eu la chance à la sortie, enfin, au terme de mon service, j'ai repris le travail, la semaine d'après, quoi. Je suis resté peut-être une semaine, ça, puis après, hop, je suis repas. Alors, c'est vrai que, bon, déjà, ça t'occupe la tête, et puis les gens avec qui on n'a jamais trop parlé une camaraderie, enfin, on m'a chiné, on m'a taquiné, mais on n'a jamais trop abordé le sujet tel qu'il était. Et le sujet, est-ce que vous l'aviez abordé avec vos proches ou avec vos enfants plus tard? Alors là, rarement. Rarement, car les situations vécues restent propres à l'individu. Ça, c'est clair. Et ils ne sont pas toujours perceptibles, compréhensibles, voire admissibles par ceux avec qui on les partage. S'ils n'ont pas connu la même situation. Je vous raconte des faits, mais ça reste une histoire pour vous. Ce n'est pas un vécu. Donc, bon, ce sont des faits plus ou moins, on va dire, sympathiques ou rigolos, mais je veux dire, quand on aborde des sujets plus... le nombre de fois où j'ai entendu des garçons qui parlaient de la torture alors que nous n'avions jamais torturé, reprochant à l'armée d'avoir fait ceci, cela. Alors, je ne nie pas ce qui a été fait. Je ne le nie pas. Mais faut savoir que de leur côté, c'était pareil. J'ai pas eu l'occasion d'en trouver, mais combien des nôtres ont été retrouvés morts et mutilés, quoi. Bon, on n'en a pas parlé, on a fait, et les gens là te disaient oui, mais vous n'avez pas été clean, quoi. Voilà, bon. Donc, après, il vient des moments où c'est difficile, quoi. C'est pour ça que je dis, ça ne vaut pas la peine de se lancer dans des explications avec des gens qui eux-mêmes n'ont jamais vécu les moments que nous avons vécus. Ma dernière question sera sur votre engagement au sein de la FNACA. Donc, pourquoi avez-vous choisi de militer au sein de la FNACA? Alors, l'armée a pris 2 ans de ma jeunesse. Elle ne nous a jamais reconnus en tant que combattants. Nous ne faisions que du maintien d'ordre. Nos blessés étaient ramenés dans la plus grande discrétion. Nos morts rapatriés la nuit à Sète ou à Port-Vendre, afin de ne pas les montrer. 30 000 des nôtres ont donné leur vie. Près de 3 millions de jeunes de 20 ans, de 54 à 62, ont sacrifié leur jeunesse. Hors de cela, je vais vous citer quelques dates. Avril 75, attribution de la carte du combattant aux anciens d'Algérie, Maroc et Tunisie. Avril 75, autrement dit, 13 ans après. De combats, de manifestations, d'occupation de terrain, 13 ans après. Octobre 99, substitution de l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord à l'expression à la guerre d'Algérie et au combat en Tunisie et au Maroc. Octobre 99, pour que soit enlevé tout ça, encore, avec des manifestations, avec des pressions, il y avait quand même 3 millions à l'époque de jeunes qui pouvaient battre le terrain pour obtenir ça. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Il nous a fallu attendre décembre 2012
pour la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Décembre 2012. On est d'accord? Plus de 50 ans après. Voilà. Alors, voilà à quoi servi notre mobilisation. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait rien obtenu. L'Algérie est une guerre qui a été qu'on a perdu sans la perdre. Que tout le monde a voulu ignorer. Quand je dis tout le monde, je parle de nos gouvernants. Hein. Tout le monde s'est plus ou moins investi là-dedans à des niveaux ou des... Et après, on a voulu même pas savoir ce que ces jeunes étaient devenus. Donc, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, et si la FNACA n'avait pas été créée, on n'aurait pas obtenu ce que nous avons eu. Ça, c'est j'en suis. Mais alors, j'en suis très. Alors, je pense que je ne suis pas le seul quand même, hein, parce que il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont investis dans la FNAC. D'ailleurs, aujourd'hui, nous restons encore la dernière unité. En 2023, nous sommes l'association anciens combattants la plus représentative. Évidemment, 14-18, il n'y a plus personne. 39-45, très peu. L'Indochine, il y en a tellement qui sont restés. Et... Alors, il en reste quelques-unes. Mais après, bon, donc, aujourd'hui, la génération qui représente, on va dire, les anciens combattants, sont tous des anciens d'Algérie. Puisque bon, et là aussi, c'est en train de s'éteindre petit à petit, et quand on finira par disparaître, nous aussi. Monsieur Gouvernet, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était avec plaisir. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.